en échographie, ça veut dire en réflexion. Alors, je vous expliquais que nous avons un mode de compression-décompression, hein, donc pour les ondes sonores et pour les ondes, les ultrasons. Ici, ce sont les ultrasons. Donc, et puis également un mode de cisaillement. Ça veut dire que vous voyez rien personnellement? Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est bon. Alors, donc, un mode de cisaillement. Et puis, chacun de ces modes, eh bien, traverse votre éprouvette ou est réfléchi. Alors, pour que l'onde soit entièrement réfléchie, naturellement, il ne doit pas traverser l'éprouvette. S'il traverse l'éprouvette, mettons à 50%, eh bien, vous avez 50% de votre onde qui est réfléchie. Pour qu'un onde de cisaillement puisse traverser, eh bien, il faudrait que la structure soit percolée. Ça veut dire que, imaginez que vous ayez un petit dessin avec un fil, hein, et que vous donnez hop un coup de cisaillement à ce fil, eh bien l'onde va se propager, d'accord? Mais si jamais vous coupez le fil, eh bien l'onde ne va plus se propager, d'accord? C'est un peu ça le système. Même chose si vous avez un ressort. Si vous avez un ressort et si vous donnez un coup en compression-décompression, eh bien l'onde va traverser donc votre ressort. Donc c'est ça un peu de manière imagée qu'on peut imaginer donc les ondes de transverse et les ondes de compression. Alors les ondes de cisaillement qu'on appelle ondes transverses aussi, eh bien ici on regarde ici le module du coefficient de cisaillement. Alors au début, naturellement, la matière n'est pas percolée. Ça veut dire que vous avez le ciment qui commence à s'hydrater, hein, à avoir des ailes un peu à droite et à gauche avec ses hydrates, mais les éléments, donc les petits grains de ciment, eh bien, n'arrivent pas à... ils sont noyés, hein, dans l'eau de gâchage. Donc, les ondes de cisaillement, comme la structure n'est pas percolée, ne peuvent pas traverser votre échantillon. D'accord? Et s'ils ne peuvent pas traverser, ça veut dire que vous avez 100% de ces ondes qui sont, eh bien, renvoyées, qui sont reçues en échographie. Donc, vous voyez qu'au début, vous avez le coefficient, donc ici c'est en pourcentage, hein, vous avez le module du coefficient qui est à son maximum, hein, ça veut dire 100%. Donc, au début, c'est 100%. Et plus l'hydratation avance, eh bien, le 100% diminue. Le 100% diminue. Et ensuite, vous voyez, franchement, où ça baisse. Alors, quand ça baisse, ça veut dire qu'il y a des structures de silicate de calcium hydraté, les petites structures de hydrates nanométriques que je vous avais montré dans le schéma, qui commencent à percoler ensemble. D'accord? En percolant, eh bien, ils transmettent les ondes. Alors, vous avez donc à différentes fréquences, hein, vous avez donc les différentes fréquences au cours de la spectroscopie qui se comportent différemment parce que les fréquences sont associées à la taille de ces nanostructures. Il y a des grosses nanostructures qui percolent ensemble et il y a des petites nanostructures qui percolent ensemble. Donc, vous voyez, ils ne se percolent pas de la même manière. Et puis après, à partir d'un moment, eh bien, toute la structure est percolée. D'accord? Et là, vous avez donc les différents niveaux de connexion. Là, vous avez les petites connexions qui s'opèrent, après les connexions des amas, et enfin toute la structure qui percole ensemble. Donc, les comportements changent. D'accord? Les comportements changent. Alors, ici, vous voyez que nous avons suivi, pour la même gâchée, trois
essais différents. Là, c'est l'essai d'échographie que je vous avais cité tout à l'heure. Mais pour la même gâchée, nous avons suivi une courbe thermique. Hein, c'est une courbe thermique, c'est le dégagement de chaleur. Donc, vous voyez qu'au début, nous avons des aluminates qui s'hydratent rapidement, hein, mais ils sont en très petite quantité. Une gâchée, qu'est-ce que c'est? Donc, une gâchée, que Jules me pose la question, une gâchée, c'est un mélange de ciment avec de l'eau. Hein, en général, dans une gâchée, il n'y a pas que le ciment et l'eau, il y a du sable aussi qui est présent. Et donc, l'ensemble, c'est une pâte que vous formez. Au début, c'est très liquide. Et au fur et à mesure que les choses avancent, la pâte devient épaisse. Hein, et puis ensuite, il devient modelable. Et enfin, il se structure hein, à partir de là. Et ça devient un solide. Un solide qui n'est pas tout à fait solide. Il faut pratiquement plusieurs mois pour que ça devienne solide. Mais pour vous dire que ces étapes sont très rapides, malgré tout. D'accord ? Donc, la gâchée, le début de la gâchée, c'est quand on introduit de l'eau dans le ciment. D'accord ? Et puis après, on verse ça dans des conteneurs, on mélange également des gros granulats, et enfin, c'est le béton. D'accord ? Voilà. Donc, mais ça, vous verrez ça, vous ferez vos premières gâchées, je pense, la semaine prochaine, en travaux pratiques avec Madame Canizzo. Hein, donc, c'est la première fois. Bon, beaucoup d'entre vous ont déjà touché à ça, hein, ils ont fait leur stage là-dessus, mais ceux qui n'ont pas fait de gâchées, ils feront pour la première fois des gâchées, et vous verrez que ça passe à plusieurs étapes, et chaque étape a sa richesse. Ça veut dire que quand le matériau, au tout début, vous mélangez de l'eau avec du ciment, c'est très liquide. Et là, c'est très intéressant pour qu'elle reste liquide aussi longtemps que vous pouvez, si vous avez à pomper le béton. Hein, le béton est pompé des fois à 100 mètres, à 200 mètres, jusqu'à 300 mètres, hein, parce qu'il y a des fondations que vous faites, un immeuble qui monte à 100 mètres. Hein, 100 mètres, c'est vite fait, hein, c'est notre premier étage de la Tour Eiffel. D'accord ? Eh bien, là, si vous devez faire des mélanges, eh bien, en général, vous les faites en bas et après, vous les pompez. Pour que ça se pompe bien, il faudrait que ça reste liquide assez longtemps. D'accord ? Voilà. Si c'est trop liquide, eh bien, il va y avoir une ségrégation. Ça veut dire que les éléments lourds vont aller au fond. Ça, c'est pas bon non plus. Donc, il y a toute une des astuces hein, pour que ça soit liquide au moment du pompage, donc qu'il y ait des fluidifiants, et puis qu'il y ait des viscosants, comme on appelle. Ça veut dire que quand le matériau est en repos, ça se gélifie et empêche qu'il y ait une ségrégation. Donc, cette période-là, la période où c'est liquide, c'est très intéressant. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est quand il devient visqueux et modelable. Là, ça a son intérêt pour la transformation du matériau, pour que vous fassiez des objets, vous fassiez des tuyaux, vous mettiez en forme votre pâte. Il faudrait que dans ce cas-là, que votre matériau soit, comme on dit, plastique dans l'expression du milieu, ça veut dire très visqueux et que ça puisse être mis en forme facilement. Et enfin, il y a la partie où le matériau est structuré, eh bien, il faudrait qu'il n'y ait pas du retrait qui fasse des petites fissures. D'accord ? Donc, il y a plusieurs comportements et au cours de la modélisation que nous allons voir ensemble, eh bien, nous allons voir que comment on peut tirer le maximum suivant le but. Hein, suivant le but. Si le but, c'est de faire un pont qui soit opérationnel en 24 heures, eh bien, tout doit aller vite. Hein. Dans ce cas, on contrôle la chimio-mécanique différemment.
D'accord? Alors, je vous montre ici donc les différentes étapes par 3 mesures différentes. Donc ici, on a vu la mesure d'échographie. Là, c'est le dégagement de la chaleur. Le dégagement de la chaleur montre la réactivité de la matière. Hein? Donc, au début de la gâchette, c'est-à-dire au moment où T égale 0, il y a des aluminates qui réagissent rapidement. Il y a un dégagement de la chaleur. Après, il y a une période qu'on appelle une période dormante. Cette période dormante est loin d'être si dormante que ça. Pourquoi? Parce que c'est la période où tous les grains commencent à germiner, hein, commencent à avoir des germes de cristaux de silicate de calcium hydraté qui vont pousser dessus. Et c'est là que, en général, la chimio-mécanique agit. Hein. Et à partir de là, vous voyez que, hop, il y a la structure qui se forme et il y a un emballement de la réaction. Et enfin, à partir du pic, eh bien, la réaction s'apaise. Vous voyez? Donc, le pic correspond à peu près au moment où la structure est plus ou moins formée et qu'on peut décoffrer. Donc, les ingénieurs sur le terrain, quand ils ont fait des coffrages, hein, à un moment, il faudrait décoffrer, ça veut dire enlever les éléments du coffrage, et ils ne sont pas sûrs quand est-ce qu'il faut décoffrer, parce que s'ils décoffrent trop tôt, eh bien, le béton va tomber, hein, donc va se décomposer. Alors que ce qu'ils font, ils suivent la courbe d'hydratation. Ils mettent le coffrage dans un calorimètre, ils mettent un échantillon de ce béton et ils suivent la courbe de calorimétrie. Dès que vous avez atteint la pointe, ils considèrent qu'ils peuvent décoffrer. Ça veut dire que le béton n'est pas encore tout à fait formé, mais il n'a pas besoin de coffrage pour tenir. Donc, il décoffre. D'accord? Donc, ça, c'est la courbe calorimétrique. Alors, là, ici, c'est encore plus marrant. Ici, c'est le retrait. D'accord? Donc, vous avez compris que la courbe d'échographie montre la structuration à différentes tailles des briques de nanocristaux de silicate de calcium hydraté. Là, la courbe de calorimétrie montre l'exothermie de la réaction, hein, l'exothermie de la réaction. Et enfin, la courbe de retrait. Alors, la courbe de retrait est très intéressante aussi. Hein, c'est que, en fait, la matière qui est mélangée au cours de la gâchette, eh bien, va subir un retrait. Pourquoi? Parce que au début, l'ensemble des volumes d'eau et de ciment, etc., que vous mettez dedans, eh bien, est plus important que la matière qui va être formée à la fin. Donc, parce que l'eau rentre dans la composition du ciment pour créer les silicates de calcium hydratés qui constituent la colle de la matière cimentaire. D'accord? Et donc, il va y avoir, comment vous mesurez ça? Eh bien, en principe, c'est une méthode extrêmement simple, c'est que vous mettez un échantillon donc de votre gâchette au moment où vous avez fait votre gâchette, vous le mettez dans un petit récipient en latex, en général dans les labos on utilise un préservatif, et vous le trempez dans l'eau. Et en même temps, vous suivez avec une balance de précision. Quand le volume diminue, la poussée d'Archimède diminue, et quand la poussée d'Archimède diminue, ça influe sur la balance. Et avec un calcul simple, vous pouvez calculer le volume du retrait. D'accord? Et en général, on calcule le delta V sur V, ça veut dire la variation du volume par rapport au volume initial, donc pendant la durée du gâchage. D'accord? Mais plus intéressant que cette courbe de delta V sur V, c'est la dérivée de cette courbe. Avec la dérivée de cette courbe, vous voyez à chaque fois le changement de pente. Vous voyez? Donc, à chaque fois
que la pente, il y a un retrait, en général, il y a une bosse nouvelle. Donc, vous pouvez savoir quels sont les différents mécanismes du retrait qui s'y passent. D'accord ? Donc, vous voyez qu'est-ce que ça va donner l'utilisation de ces trois essais pour deux compositions différentes. Alors là, je vous invite par exemple à regarder la superposition, par exemple, de la courbe calorimétrique. Hein, vous voyez la courbe calorimétrique qui est sous forme de cloche, hein, et la courbe de retrait qui est par-dessus. Donc, vous voyez deux pics pour un rapport d'eau sur ciment de 0,21 et vous avez mis un superplastifiant à 0,5% d'extrait sec. Vous voyez que vous avez deux mécanismes de retrait qui créent forcément des petites fissures. Hein, quand il y a retrait, il y a des fissures qui apparaissent. Mais c'est pas grave, parce que la réactivité, vous êtes sous la cloche. Ça veut dire la réactivité est très importante. Donc, les petites fissures vont se cicatriser pratiquement automatiquement. Or, ça, c'est la solution optimale. Imaginez que vous mettez un peu trop de superplastifiant. Ça veut dire que vous vous dites que bon, si le superplastifiant est bon, eh bien, au lieu de 0,5%, je vais mettre un peu plus. Je vais mettre 1,1% par rapport à la masse du ciment. Vous voyez, c'est très peu, hein, déjà. 0,5%, 1,1%, c'est très peu, hein, par rapport à la masse du ciment. Alors, vous allez voir la cloche, et cette fois-ci, la cloche va être un peu plus affaissée. Pourquoi ? Parce qu'il y a les superplastifiants, ce sont des molécules, des chaînes moléculaires qui vont se coller sur les grains et ils vont empêcher que l'hydratation ait lieu. Donc, la cloche de réactivité va être un peu plus affaissée. Mais plus grave encore, ce qui va se passer, c'est que sur la courbe du retrait, les deux bosses qui sont responsables des petites fissures, hein, ne sont plus à l'intérieur de la cloche calorimétrique, ils sont à l'extérieur. C'est-à-dire que là, à l'extérieur, il n'y a plus trop de réactivité de l'hydratation. Et donc là, les fissures ne vont pas se cicatriser. Et donc, vous allez avoir une chute terrible des propriétés mécaniques. Parce que vous allez avoir des fissures qui vont contribuer à la rupture par fatigue et par cassure, hein, par rupture de la structure. Donc, vous voyez que ici, donc, nous avons fait des essais simples, hein, pour vous montrer que, eh bien, c'est très délicat. On croit que le superplastifiant favorise, on en met trop, eh bien, tout s'écroule. Hein. Donc, pour vous dire qu'il y a toute une chimiomécanique, hein, c'est le terme que j'aime bien, qui est derrière, donc, derrière la formulation donc, des matériaux cimentaires. D'accord ? Voilà. Alors, là, nous avons fait des mélanges pour bloquer le retrait après le pic. Donc, on considère qu'après le pic, le truc est structuré, la matière est structurée, et donc on ne veut pas qu'il y ait des pics après. Donc, on veut que tous les pics aient lieu à l'intérieur de la cloche. Donc, en mélangeant plusieurs superplastifiants, donc nous avons réussi à faire qu'il n'y ait aucun pic après la cloche calorimétrique, aucun pic de retrait. Donc, vous voyez, quand on a mesuré le retrait, là, tout d'un coup, nous avons plus de retrait. Donc, plus de retrait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de fissure à se former et le matériau va être à ultra haute résistance. Juste en
combinant des additifs minéraux et organiques qui sont dans un brevet d'ailleurs et qui ont fait que ce matériau est donc vendu sous forme de prémix à un prix important et donc ça a engendré plusieurs centaines de millions de bénéfices à l'industriel qui nous avait financé. Donc malheureusement, nous avons eu droit qu'à la citation comme inventeur, mais le contrat avait été ficelé de sorte que les bénéfices allaient dans la poche de l'industriel. Voilà. Alors donc voilà pour vous dire l'intérêt donc de ces bétons et de la chimiomécanique de l'hydratation. Alors je vais vous parler rapidement des bétons fibrés ultra performants. Hein. Donc ça je vais être très rapide si vous permettez. C'est pour vous montrer juste les nouveaux bétons. Alors bien entendu ces fibres quand vous avez une rhéologie, ça veut dire un écoulement du béton qui est très 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 liquide, on fait ça pour que le béton puisse aller dans les ferraillages les plus denses. C'est du béton avec des fines, ça veut dire des particules qui sont extrêmement fines pour leur donner un aspect pratiquement liquide. Eh bien, pour compléter le ferraillage, on ajoute des fibres métalliques ou des fibres en polypropylène. Ce sont des fibres qui sont intéressantes. Si on met des fibres métalliques, ça augmente la résistance de manière très importante, ou même des fibres de polypropylène. Alors, les fibres de polypropylène, comme son nom l'indique, sont en polymère, mais c'est un polymère qui résiste très bien, qui est excellent pour en cas d'incendie. En cas d'incendie, vous savez que le béton qui n'est pas tout à fait hydraté a toujours un peu d'eau qui est dans sa composition. Eh bien, quand il y a le feu, ça s'est passé avec le pont du Mont Blanc, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'eau qui est à l'intérieur du béton, eh bien, va se mettre sous forme de vapeur et va faire éclater le béton. Donc ça s'est passé quand il y a eu un accident dans le tunnel de Mont Blanc et qu'il y a eu création d'incendie à l'intérieur du tunnel. Eh bien, le béton qui était là a littéralement explosé. Donc, toute la structure s'est effondrée parce que le béton a explosé. Et les pauvres voyageurs qui étaient dans le tunnel, eh bien, ont péri. Et donc, depuis, on fait très attention à la formulation pour le feu. Ça veut dire que comment on va faire le béton, c'était un coup très dur pour le béton, l'accident du Mont Blanc. C'est à l'époque, on avait mis un stop pour les constructions du béton parce que pour des structures en cas d'incendie, eh bien les gens avaient peur que ça soit les tunnels faits avec du béton ou alors les constructions en béton. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Alors l'idée a été de mettre des fibres de polypropylène. Alors, les polypropylènes ont la capacité de se consumer avec la température. D'accord? Et donc, ces fibres de polypropylène qui se touchaient, qui se consumaient en cas d'incendie, eh bien, allaient permettre la vapeur d'eau que l'on ne pouvait pas exclure. Forcément, on fait le béton avec de l'eau et il en reste un peu toujours d'eau sous forme liée ou sous forme libre à l'intérieur du béton. Eh bien, cette vapeur d'eau aura un chemin pour s'évacuer, pour être évacuée, et ne va pas provoquer l'explosion des structures. Et ça a été un succès.
Hein, ça a été un succès parce que les fibres de polypropylène, bien qu'ils n'étaient pas avec métallique, eh bien, apportaient quand même une certaine rigidité à la structure, ne coûtaient pas très cher parce que le polypropylène est vraiment, vraiment bon marché. Hein, c'est quelque chose de très, très bon marché. Et de toute façon, c'était en quantité de quelques pourcents en volume, étant donné que ce sont des fibres finalement qui devaient se toucher, hein, on n'avait pas besoin du polypropylène en volume, hein, eh bien, cela a créé donc un succès important pour les bétons qui devaient être utilisés dans des structures sensibles. Alors, bien entendu, si vous avez un pont, vous n'avez pas utilisé des fibres de polypropylène parce que, bon, un pont qui en fait incendie, c'est pas si grave. Mais par contre, si vous faites des buildings et que vous avez l'incendie béton au 120e étage, alors là, ça va être très grave. Hein. Il va y avoir donc une donc, il va se passer ce qui s'est passé quand les tours de New York se sont effondrées. Hein. Donc, c'est très grave. Ou alors dans les tunnels. Donc, il y a eu un effort européen. Donc, c'était une recherche financée entièrement par des fonds européens pour trouver une solution en cas d'incendie. Et l'utilisation des fibres de polypropylène ont été très intéressantes. Ça a été aussi un succès pour les bétons à ultra haute performance de manière générale. Pourquoi? Parce que dans les bétons à ultra haute performance, on se débrouille pour mettre très peu d'eau. Ça veut dire que vous savez que l'eau que vous mettez dans le béton, eh bien, va rentrer en composition avec le ciment pour faire les hydrates et va disparaître. Et quand il disparaît, eh bien, il y a une certaine porosité qui va rester. C'est la place qu'occupait l'eau avant que l'eau rentre en hydratation. Donc, c'est une fragilité, cette porosité. Donc, moins on met de l'eau, plus les résistances augmentent de manière générale. Donc, les bétons à ultra haute performance, avec les tensioactifs que l'on ajoute, avec toujours la chimio-mécanique, eh bien, on essaie de réduire la nécessité de l'eau. L'eau ne doit intervenir qu'en surface pour coller les grains pour faire hydrater et coller les grains de ciment les uns aux autres. Ça, c'est le secret des bétons à ultra haute performance. Alors, comme il y a très peu d'eau, eh bien, pratiquement pas, hein, parce que les bétons à ultra haute performance, c'est quelques pourcents d'eau par rapport à la masse du ciment, eh bien, là, vous avez moins de vapeur qui se produit. Et le peu de vapeur qui se produit, en cas d'incendie, eh bien, va être dégagé par les circuits laissés par les fibres de polypropylène qui ont été consumées avec la température. Voilà. Donc là, ce sont les dernières nouveautés que nous avons donc dans les bétons à ultra haute performance. Hein. Donc là, le BPR, c'est un béton à ultra haute performance. Donc, Madame de Noirfontaine reviendra à toute cette technique. Hein. Mais moi, j'ai besoin juste pour les pathologies, donc je passe là-dessus. Hein. Donc, vous voyez, les bétons à ultra performance, la porosité cumulée par rapport au béton classique. Dans un béton classique, vous avez pratiquement 50% de porosité. Hein. 50% de porosité, c'est énorme. Ça veut dire que vous avez 50% de matière et 50% de porosité dans un béton classique. Alors que pour un béton de poudre réactif, qui sont des bétons à ultra haute performance, eh bien, vous avez très peu vous avez 8% de porosité. Hein. Donc, ça veut dire que
il y avait très peu d'eau qui a laissé la place à la porosité. Bon, là, je passe. Donc, vous voyez, avec les bétons ultra haute performance, on peut faire des ponts. Ici, le pont de Sherbrooke, en fait, c'est une passerelle, eh bien, à 3 cm d'épaisseur seulement, l'épaisseur du tablier. Là, c'est une... ici, vous avez une précontrainte, donc l'épaisseur du tablier est là, donc vous n'avez que 3 cm d'épaisseur, et qui a été donc qui a été très intéressant, qui a été une première application de pont avec du béton à ultra haute performance. La dernière application de béton à ultra haute performance, ça a été le pont de Séoul, le pont de la paix à Séoul, qui a été fait avec du béton à ultra haute performance. Et à l'époque, c'est la Farge qui l'a fait avec Bouygues. Donc la Farge a produit le béton et Bouygues l'a construit. Voilà. Bon, alors je passe. Je vous parle rapidement. Donc là, il y a des pathologies qui peuvent être éliminées par les bétons auto-nettoyants. Alors, les bétons auto-nettoyants, c'est quoi? C'est qu'on mélange un produit qui est très simple, on appelle anastase. En fait, c'est un TiO2, dioxyde de titane, et sous l'effet de rayonnement ultraviolet, donc sous l'effet des rayonnements ultraviolets, le TiO2, en passant, alors là, ce sont les bandes de conduction et de valence, que vous avez dû voir ça en électronique, donc il y a, en passant donc des électrons qui passent de la bande de valence à la bande de conduction, qui correspond exactement pour le TiO2 à la fréquence, au photon d'ultraviolet reçu, va permettre des trous qui vont être utilisés dans la réaction d'oxydation de H2O, qui va se mettre sous la forme de OH plus H+. Et le OH- va interagir avec le polluant pour donner du CO2 et de l'oxygène. D'accord? Et ça va, le polluant qui peut être des saletés qui sont collées sur du béton, ou ça peut être tout simplement l'air environnement, va se décomposer, va partir. Donc le TiO2 a eu déjà des applications dans les verres auto-nettoyants. Moi, par exemple, mes verres de lunettes sont des verres auto-nettoyants. Ça veut dire qu'en surface, ils ont collé des molécules de TiO2, de l'anastase, qui s'auto-nettoient. Ça veut dire que j'ai moins besoin de les nettoyer avec du savon. Ça veut dire que si jamais je mets le doigt dessus, les traces de graisse qui sont collées de par le toucher, vont disparaître naturellement en une journée. Pourquoi? Parce que le TiO2, justement, à condition bien sûr que je sois dehors et que je reçois des ultraviolets, eh bien l'ultraviolet va créer des trous, et ces trous vont interagir pour décomposer le polluant qui est, en l'occurrence, la graisse laissée par ma main. D'accord? Et ça, c'est très intéressant, pas seulement pour les verres de lunettes, mais c'est très intéressant pour le béton. Parce qu'il suffit d'ajouter, lors de la composition du béton, quelques pourcents de TiO2 pour que l'auto-nettoyage soit fait de manière extrêmement rapide. Là, par exemple, les graffitis vont se décomposer naturellement sur le béton. S'il y a des saletés qui vont se coller, par exemple, regardez avec tout le béton qui vous entoure, eh bien, est très sale. Si vous aviez mis
lors de la formulation de ce béton du TiO2, hein, eh bien, naturellement, avec la pluie, eh bien, ça serait resté de manière propre. Alors ça, si on vous montre donc des cimentiers où nous ont montré l'effet du TiO2, donc quelques pourcents de TiO2 mélangés avec du béton, hein, ça donne des effets incroyables. Ça veut dire que l'auto-nettoyage se fait à une vitesse 50 fois plus rapide que dans la situation où on ne mettait rien du tout. D'accord ? Et donc, même les... alors, il y a des peintures qui sont faites avec du TiO2. Mais la peinture, le problème, c'est qu'il faudrait renouveler tout le temps. Mais avec le béton, si vous avez mis en masse du TiO2, eh bien, le béton est auto-nettoyant à vie, hein, parce que même s'il y a une abrasion, eh bien, au-dessous, il y en a toujours. Hein, et le TiO2 n'est pas cher et ça blanchit encore plus si vous avez affaire avec du béton blanc. Hein, le béton est encore plus blanchi et ça s'auto-nettoie très, très facilement. Et d'ailleurs, les chercheurs de MIT, hein, il y a un laboratoire de béton qui est très intéressant au MIT. Hein, ce sont les Français d'ailleurs qui sont partis là-bas avec Mondam et compagnie qui ont développé le laboratoire de béton du MIT. Eh bien, ils ont fait une simulation. Ils ont montré que si vous mettez, si vous mettez ne serait-ce qu'une couche de peinture contenant du TiO2 sur toutes les surfaces exposées au soleil à San Francisco, eh bien, le problème de pollution de San Francisco va être résolu. Ça veut dire que toutes les saletés qui sont dans l'air, eh bien, vont se décomposer, hein, et vont disparaître naturellement et l'air va devenir purifié. Donc, il n'y a pas seulement les saletés de graisse et de tout ça, des graffitis collés à la surface, mais il va y avoir une dégradation de toutes les gaz du type NOx, hein, qui vont se dégrader. Et ils ont montré qu'un mètre carré de surface traitée, hein, ça veut dire qu'une masse de TiO2 sur une masse de ciment environ de 5%, nettoie 200 mètres cubes d'air par jour. D'accord ? Donc, ce qui est intéressant. Et déjà là, il dégrade donc 10 fois plus rapidement. Mais on m'a montré donc des slides sur des proportions un peu plus importantes que 5%. Hein, je pense que c'était autour de 8%. Et ça dégradait 50 fois plus rapidement. Donc, c'est vraiment extraordinaire parce qu'un des problèmes des pathologies du ciment et du béton de manière générale, c'est la saleté. Les gens n'aiment pas le béton, hein, parce qu'ils disent que le béton, ça fait sale. Hein, il y aura la porosité, les saletés vont rentrer dans la porosité, après il faut les nettoyer, comment les nettoyer, etc. Donc là, si vous employez des bétons ultra performants avec des porosités qui sont très, très faibles, hein. Je vous ai montré autour de 7% de porosité totale. C'est pratiquement une surface lisse. Hein. 5%, c'est très faible, 5% de porosité. C'est pratiquement une surface marbrée. Et en plus, si vous mettez de l'auto-nettoyant dessus, hein, eh bien, vous avez vraiment un matériau qui reste propre pendant très longtemps. Et ça donne une apparence marbrée. Hein. Si vous voyez, si vous avez l'occasion, malheureusement, le temps est toujours compté, on ne peut pas organiser des visites. À une certaine époque, on visitait des usines de fabrication donc de ciment chez Calcia, etc. Mais malheureusement, maintenant, on ne peut pas faire beaucoup de visites. Mais si vous visitez des constructions avec du béton ultra performant,
vous voyez que ça n'a vraiment pas l'air d'être du béton. Hein, on a l'impression que c'est en plastique, c'est lisse, c'est très marbré. Hein, et là, vraiment, c'est un succès. Voilà. Donc, voilà. Donc, ensuite, on parle des bétons autoplaçants. Hein, des bétons autoplaçants, ça veut dire qu'ils se placent rapidement, ça veut dire des bétons qu'on rend extrêmement fluides. Hein, donc, c'est l'utilisation massive des doses de fluidifiants. Hein, donc, le problème de ségrégation granulaire est résolu avec des viscosants. Alors là, c'est très marrant parce que je vous ai dit que si vous rendez très fluide le béton, ça veut dire le béton est constitué, mais il reste très fluide étant donné que vous avez cherché à mettre des fluidifiants de telle sorte que le béton est très fluide pendant un long laps de temps. Ça, c'est très intéressant parce que vous pouvez pomper du béton du sol jusqu'à 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres. Donc, c'est très simple. Au lieu de fabriquer du béton à 300 mètres de hauteur, eh bien, vous avez votre petite usine de fabrication de béton et hop, avec des pompes, vous les mettez en haut et donc les ouvriers, ils les mettent dans les armatures et puis ça devient donc complètement très intéressant parce qu'il y a des gains opérationnels, il n'y a pas vous réduisez donc les pollutions sonores. Pourquoi les pollutions sonores? Parce qu'autrement, on faisait vibrer le mélange pour le fluidifier, pour que le béton épouse bien les armatures. Étant donné que ce sont des hydrates, en le faisant vibrer, l'eau qui était en situation absorbée, eh bien, allait se dégager, devenait disponible et rendait le mélange plus liquide. Alors, même si vous utilisez naturellement des fluidifiants et le béton coule, eh bien, vous n'avez pas besoin de faire de mettre des vibrateurs, hein, pour que le béton épouse les armatures. Donc, il y a suppression de vibrations sur le chantier, il y a une meilleure organisation du chantier, les ouvriers ne sont pas occupés à faire vibrer les structures, donc il y a des intérêts majeurs. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qui va se passer une fois que le béton est en place? Si c'est un béton très liquide, eh bien le sable et les différents granulats vont aller au fond. Et en haut, vous aurez une petite soupe. Et ça, c'est pas bon pour la prise, parce que le béton doit être homogène et la prise doit se faire de manière homogène. Alors là, ils ont trouvé la solution avec ce qu'ils appellent des viscosants. Alors, viscosants, attention, parce que des gens disent que vous mettez des fluidifiants et vous mettez des viscosants. Eh bien, ces deux éléments vont s'annuler. Eh bien, non, parce qu'ils n'agissent pas en même temps. Hein? Le viscosant, c'est un gel qui n'intervient que quand le matériau est en repos. Dès que vous mettez le mélange en mouvement, eh bien, le faible cisaillement qui va être créé par l'écoulement va casser les liens du gel. Et donc, le viscosant n'aura aucun effet. Donc, ça ne gêne pas le pompage. Le béton reste un béton extrêmement fluide. Mais une fois mis en place, ça veut dire une fois mis en place entre les armatures, donc il va bien épouser les formes des armatures sans qu'on ait besoin de faire des vibrations sur le chantier. Donc les armatures vont être efficaces. Parce qu'attention, il faudrait que les armatures que vous mettez, il faudrait que ces armatures épousent le béton. Sinon, c'est pas un béton armé. Les armatures n'auront pas d'effet. Donc, le caractère fluidifiant joue à fond.
Et là, le béton va être stable. Le béton ne va pas bouger jusqu'à sa prise finale. Là, les viscosants vont intervenir. Dès que le béton est en repos, les liens de gel vont se constituer automatiquement et les granulats, les plus lourds, ne vont plus pouvoir aller au fond de votre mélange. Donc, le problème de ségrégation granulaire a été résolu. Ça, c'est une découverte encore récente. D'accord? Ça veut dire l'utilisation de ce qui s'appelle des rétenteurs d'eau. Parce que viscosant, c'est, bon, on comprend mal. Hein, si vous luttez contre la viscosité et puis vous mettez des viscosants. Donc, le terme viscosant qui est utilisé sur les chantiers n'est pas tellement approprié sur le plan scientifique. Sur le plan scientifique, il faut parler de gel ou de rétenteur d'eau. Hein, ça veut dire que, voilà, donc la gélification se fait par rétention d'eau. Ça veut dire l'eau n'est plus utilisée pour l'écoulement et ça se gélifie. Eh bien, ça, c'est très intéressant. Ça veut dire sur les chantiers, on a préféré que la période où le béton est fluide, hein, donc le béton est fluide par la chimiomécanique, on l'allonge, parce que c'est intéressant, on peut compter. Et pour lutter contre la ségrégation, on ajoute des éléments qu'on appelle des viscosants. Alors la proportion, c'est tout à fait, faut étudier, c'est pas n'importe comment qu'on peut les mettre. Hein. Donc vos camarades qui travaillent chez des fabricants de béton prêt à l'emploi, ils le savent que c'est toute une technique et donc vous allez hein, mais c'est formidable. C'est formidable parce que vous avez que des gains. D'accord? Encore une fois, ce sont des bétons qui sont dimensionnés pour un chantier. D'accord? Pour des bétons de préfabrication destinés à la mise en forme, au contraire, on ne s'intéresse pas à cette période où la matière est fluide. On veut augmenter le laps de temps où le béton est plastique. Ça veut dire le béton est très visqueux. Hein? Dans le langage courant, on dit plastique. Ça n'a rien à voir avec la plasticité que vous avez dû voir dans des cours de modélisation avec Gérard Porcher, etc. Hein? Donc, mais dans le métier, on dit plastique, ça veut dire que la matière est très visqueuse, elle est sous forme de pâte à modeler. Voilà. De pâte à modeler pratiquement. Hein. Votre béton est sous forme de pâte à modeler et prend forme, hein, mais il ne s'affaisse pas. Imaginez que, par exemple, vous voulez fabriquer un tuyau par extrusion. Hein. Par extrusion, le mécanisme d'extrusion, c'est pratiquement, vous prenez votre pâte de dentifrice dans son tube, hein, vous appuyez dessus et vous avez la pâte qui va sortir sous forme donc d'un tuyau un peu, si jamais vous avez mis quelque chose au milieu pour empêcher que la pâte s'affaisse. Et là, on appelle ça, donc c'est cet état-là, hein, c'est cet état-là que l'on recherche dans les usines de mise en forme du béton. Hein. Et cet état un peu pâte dentifrice, d'accord? Alors, il faut qu'au moment du sortie, hein, dès que après l'extrusion, si vous voulez, vous avez votre tuyau qui est constitué en sortant donc de l'extrudeuse, eh bien, il ne faudrait pas que le tuyau s'affaisse. Donc, il faudrait que votre tuyau reste bien circulaire et qu'il ne s'affaisse pas. Donc là aussi, on met ce qu'on appelle des rétenteurs d'eau. On met des rétenteurs d'eau parce que la matière n'étant plus en mouvement d'extrusion, eh bien, il faudrait qu'elle se fige. Hein? Donc, on met également des rétenteurs d'eau pour que le tuyau reste bien formé et qu'il ne passe pas. D'accord? Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de techniques
Et il faut bien suivre l'état et les paramètres de l'écoulement, de la rhéologie, pour contrôler, pour contrôler la mise en forme, le pompage, etc. Et tout ça, c'est un peu sur mesure. Et c'est très intéressant de modéliser cela. Donc, dans une autre étape, donc à partir de demain et après-demain, on va étudier la modélisation justement de ces comportements. Alors, donc les désordres que l'on va voir un peu de plus près, qui font la mauvaise réputation. Hein. Donc d'abord, il y a les désordres. Regardez, ça on appelle désordre. Regardez le barrage qui est dans cet état-là. Comment vous pouvez vendre ça? Hein? Donc regardez, là c'est du béton, regardez ça. Malheureusement, ce sont des choses qui ont été, des constructions qui ont été faites dans les années 70 et qui ont des pathologies sévères. Hein? Alors ces pathologies, on le verra de manière un peu plus approfondie cet après-midi, hein? Et on verra comment s'y prendre. Hein? Donc regardez, là, ce sont également des réseaux de fissures qui se créent. Regardez ça. Hein? Voilà. Alors bien entendu, la fissure est dans cette direction parce que dans l'autre, parce qu'il y a une précontrainte. Hein? Il y a une précontrainte dans la direction longitudinale, ce qui fait qu'il n'y a pas de fissure perpendiculaire à la précontrainte. Hein? La précontrainte empêche que la fissure se propage. Par contre, le long des câbles de précontrainte, eh bien, vous avez ces fissures qui apparaissent. D'accord? Donc ça, ce sont des figures que j'ai piquées au réseau des laboratoires des ponts et chaussées, et ils m'ont fait promettre de ne pas trop le montrer aux gens. Bon, je montre à mes étudiants, naturellement, hein, mais ce sont des choses qui existent en France. Hein. Et, voilà. Alors, on verra ensemble, donc cet après-midi, l'alcali-réaction, hein, et donc je vous parlerai un peu de tout ça un peu plus en détail. On verra aussi, attendez, voilà, l'autre problème important, c'est le gel des gels. Alors le gel des gels, c'est un gros problème parce que quand vous utilisez des structures en milieu, dans des endroits où il fait très froid. Alors, comme je vous disais, dans les bétons classiques où il y avait beaucoup d'eau, hein, beaucoup d'eau, ça veut dire que si vous voulez pas mettre, à l'époque où on ne mettait pas trop de fluidifiants, les gens ne voulaient pas mettre des fluidifiants, eh bien, il fallait qu'ils mettent beaucoup d'eau. Donc, mettre 40% ou 50% d'eau était quelque chose de très fréquent. Hein. Tout à l'heure, un de vos camarades a envoyé un message, 45% d'eau, oui, hein, pour avoir utilisé pour les bétons, on utilisait souvent beaucoup d'eau. D'accord ? Eh bien, cette eau-là, eh bien, une partie rentrait dans la fabrication des hydrates, mais l'autre partie restait à l'intérieur du matériau. Et imaginez, au moment du gel, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Au moment du gel, eh bien, vous savez que l'eau qui se gélifie, hein, eh bien, augmente son volume. Et donc, fait craquer le matériau dans son cœur. D'accord? Et ensuite, il y a le dégel. Donc, tant que le gel est là, ça va, il y a le gel qui fait tenir le matériau, si vous voulez, mais il va y avoir du dégel, l'eau de nouveau va devenir liquide, va aller dans les fissures, dans les plus petites fissures qui sont créées pendant le dégel précédent, et de nouveau gel. Donc, hop,
de nouveau, le matériau va être soumis à des forces pour le faire exploser. Et de nouveau, il va y avoir des gels. Et là, c'est catastrophique. Par exemple, au Canada, eh bien, les gels des gels étaient un vrai problème. Alors, à l'époque, qu'est-ce qu'ils pensaient à faire? Ils mettaient des fluidifiants qui créent des bulles d'air. Hein? Donc, vous savez qu'il y a toujours des bulles d'air qui sont créées au moment du mélange, parce que quand vous faites, c'est comme quand vous fabriquez le pain, hein? Vous mélangez la farine avec de l'eau, et comme c'est un mélange, eh bien vous créez des bulles. Seulement, en général, on met des additifs qui dégagent ces bulles. Hein, qui dégagent ces bulles. Dans la préfabrication, on met les éléments préfabriqués sous vide. Hop, il fait un vide et toutes les bulles, pof, ressortent et se mettent à la surface avant que le matériau se solidifie. Mais dans la vie réelle, eh bien, il faut mettre des choses pour que les bulles disparaissent, parce que les bulles fragilisent le matériau. Là, exprès, ils mettaient des produits pour créer des bulles. Pourquoi ils mettaient des bulles? Eh bien, ils se disaient que, bon, le matériau va être fragilisé avec ces bulles, mais au moins, ça va servir de vase de compensation quand il va y avoir le gel. Ça veut dire le gel, l'eau volant gelée, eh bien, pour s'expanser, eh bien, il utilisait les bulles qui étaient là et n'allait pas faire craquer le béton. Donc ça, c'était la méthode qui était optimale jusqu'à fin des années 90. Hein? Donc ils mettaient des fluidifiants pour créer des bulles. Hein? Donc vous allez voir, c'est une catégorie, les fluidifiants d'ailleurs, qui se vendent toujours. Hein? Qui se vendent toujours très bien. Mais ce problème a pratiquement disparu avec les bétons à ultra haute performance. Avec les bétons à ultra haute performance, on mettait tellement peu d'eau que la porosité résiduelle avait une dimension nanométrique. Hein? Et l'eau, le peu d'eau qui restait piégée dans des pores de 2 nanomètres de dimension, était dans un tel état thermodynamique qui ne gelait pas, où il fallait des températures très très basses, en dessous de 20 degrés, pour qu'il commence à geler. C'était la thermodynamique de l'eau qui était piégée dans un espace réduit. Hein, ça veut dire les forces de Van der Waals, les traîner, les empêcher, hein, de passer à l'état solide, hein, jusqu'à les températures très basses. Et donc, avec l'utilisation de béton à ultra haute performance, parce que ça, les gens avaient peur, hein. Les gens disaient que bon, vous allez faire avec des bétons à ultra haute performance, vous allez faire des éléments qui sont tellement denses, et qu'est-ce que vous allez faire avec le gel des gels? Eh bien, avec le gel des gels, c'était une pathologie extrêmement importante. Eh bien, le problème a disparu avec les bétons ultra haute performance, parce que l'eau ne gelait pas. Et regardez par exemple cette courbe, hein, qui montre l'abaissement de la température de fusion de la glace avec la dimension du rayon des pores. Hein, la courbe est calculée pour l'eau pure. D'accord? Donc regardez, là, c'est l'eau qui est emprisonnée. Quand vous avez, donc là, c'est la température en degrés Celsius, d'accord? Donc là, c'est à peu près à 0 degré. Donc vous voyez, pour une porosité de l'ordre millimétrique, hein, non, 1 millimètre est là. Jusqu'au micron, on peut supposer que quand la porosité est de l'ordre du micron, eh bien, la température de solidification ou de passage glace-eau, hein, est de l'ordre de 0 degré. Mettons ici moins 0 degré.
Hein. Ça veut dire que ici, c'est comme si l'eau était dans un état naturel. Hein. L'eau donc devient glace à 0 degré. Mais quand vous diminuez le rayon, attention, l'échelle est logarithmique. Hein. Donc là, la dimension est de l'ordre ici, par exemple. Hein. Ici, vous êtes à 10 puissance moins 5, 10 puissance moins 5 millimètres. Donc, ça fait 10 puissance moins 8. Hein. La dimension du rayon. D'accord. 10 puissance moins 8, ça fait 1/10 du... donc là, c'est le micromètre. Là, 10 puissance moins 4, moins 5, 10 puissance moins 6, c'est le nanomètre. Voilà. Ici. Donc, vous voyez que pour 1 nanomètre, ici, peut-être un nanomètre, donc entre 10 puissance moins 5 et 10 puissance moins 7, vous êtes à 10 puissance moins 6, donc vous êtes au nanomètre. Donc, au nanomètre, si vous descendez, vous voyez que c'est autour de moins 20 degrés où l'eau va passer en état liquide, en état solide. Donc, quand vous avez des bétons à ultra haute performance, vous avez réduit la taille de votre porosité, eh bien, le béton ne va pas, l'eau dans le béton ne va pas geler. Hein. Vous n'allez pas avoir, bon, 10 puissance moins 20, c'est très rare. Hein. 10 puissance moins 20, c'est très rare. Donc, vous n'allez pas avoir des pathologies liées au gel des gels. D'accord? Voilà. Donc, bon, je vais peut-être m'arrêter un peu là. Peut-être je vous dirai 2 mots sur le dimensionnement durable aussi. Hein, c'est le dimensionnement durable, c'est une méthode qui est utilisée dans le dimensionnement mais bon, là on sort un peu de notre domaine. Mieux vaut stopper là. Hein. Bon, en gros, très rapidement, c'est que dans des structures qui sont soumises à par exemple, ici, c'est un pont au Banais. Hein, bon, c'est trop compliqué, je vais laisser tomber. On est à 11h46, il vaut mieux arrêter. D'accord. Bon, écoutez, donc, je vous laisse. Et cet après-midi, on va reprendre. On va reprendre à quelle heure? À 13h, c'est ça? Oui, monsieur. 13h, mais attention, nous avons 3 séances de suite. Hein. C'est ça, vous êtes au courant. Ça veut dire qu'on va rester ensemble, je me demande, c'est jusqu'à 18h à peu près, n'est-ce pas? Hein, donc, on va rester un bout de temps ensemble. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite un bon appétit. Et donc, on va faire cet après-midi l'alcalie réaction et les réactions sulfatiques. Ce sont les 2 pathologies. Et donc, on aura terminé avec nos enseignements sur les pathologies. Et puis, demain, on commencera la partie qui est sur la modélisation et on fera une étude de cas après-demain. Voilà. Bon, allez, bon appétit. Monsieur, juste une question, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous donnez ou pas le